Chers amis et chers collègues, c'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 11e journée de l'Association des catholiques du Sud. Aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous incontournable de la technologie africaine. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des membres du bureau de l'association pour cette invitation. Et par la même occasion, je tiens à remercier le laboratoire Novartis de nous avoir ouvert cette petite discussion. Donc, on aura 20 minutes pour discuter un peu les actualités de l'insuffisance cardiaque, ce qui a changé en 2023, et puis les perspectives de vie. Alors, pour cette présentation de la conflit d'intérêt, alors je commence par exposer d'abord les données de l'épidémiologie de l'insuffisance cardiaque. Vous savez tous qu'aujourd'hui, l'insuffisance cardiaque est considérée comme une pandémie, c'est un problème de santé publique. Donc, ne pas avoir de prévalence, puisque aujourd'hui, si on fait un peu le tour au niveau international, la prévalence de l'insuffisance cardiaque tourne autour de 1%. Bien sûr, avec des exceptions, donc vous avez dans quelques pays, par exemple, une prévalence plus haute, par exemple l'Allemagne, ou encore de l'Australie indigène. Alors, cette épidémiologie a changé au fil des ans. Aujourd'hui, vous avez une augmentation moyenne de la prévalence, avec plutôt une augmentation de la prévalence de ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque en fraction d'éjection préservée, donc comparé à l'insuffisance cardiaque en fraction d'éjection réduite, et puis une stabilisation de l'incidence. On n'a pas aujourd'hui beaucoup de nouveaux cas d'incidents, que ce soit pour l'insuffisance cardiaque en fraction d'éjection réduite ou préservée. Et puis, ce qui est aussi malheureusement frappant, c'est qu'avec ces chiffres de prévalence qui se stabilisent et des chiffres d'incidence qui se stabilisent, on a toujours une mortalité très importante. Donc le pronostic de l'insuffisance cardiaque est très péjoratif. Vous avez une mortalité de pas de 50-75% à 5 ans d'évolution. Donc cette mortalité est certainement due à la gravité de la maladie, mais aussi à certaines insuffisances thérapeutiques. Aujourd'hui, nous disposons d'un grand arsenal thérapeutique, mais malheureusement, cet arsenal thérapeutique, des fois, n'est pas utilisé par les équipes. Donc cette mortalité aussi a grimpé même aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez une augmentation de la mortalité par insuffisance cardiaque de 38% aux États-Unis, avec une stabilisation globalement de la prévalence des maladies cardiovasculaires. Alors, quel que soit votre phénotype d'insuffisance cardiaque, que vous ayez une insuffisance cardiaque en fraction d'éjection préservée, modérément réduite ou encore en fraction réduite, vous avez le même pronostic, vous avez une mortalité qui est très importante. Et cela veut dire que, in fine, cette dichotomie entre les différents phénotypes est une dichotomie qui est hypothétique. On va en parler juste après. Alors pourquoi on a toujours de la mortalité? Parce que certainement, si on a bien avancé dans tout ce qui est développement de la physiopathologie et pour comprendre les modèles de l'insuffisance cardiaque, il est certain qu'il y a encore des insuffisances en matière de compréhension de la physiopathologie, et on témoigne de la complexité des différents schémas qui exposent un peu cette physiopathologie. Ce qu'on sait, c'est que vous avez un événement index qui va entraîner des dommages sur le plan myocardique, et ces dommages myocardiques vont donner lieu à des mécanismes compensateurs, que ce soit hormonaux ou autres, mais surtout, on parle surtout de l'hormonage. Et cette cascade va ouvrir un cercle vicieux que le patient insuffisant cardiaque va rentrer dedans. Bien sûr, il est très difficile de le faire sortir. Alors aujourd'hui, si l'insuffisance cardiaque est toujours complexe, c'est aussi parce qu'on n'a pas vraiment une définition qui peut regrouper tous les phénotypes. Donc ce qu'on a aujourd'hui à disposition, c'est la définition universelle de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous avez la définition clinique qui est aujourd'hui obligatoirement corroborée par la présence d'un marqueur biologique, donc l'augmentation des CholB ou pro-insécurité CholB, et puis l'existence objective ou la mise en évidence objective d'une congestion pulmonaire. Alors, deuxième classification qui est aussi intéressante, c'est la classification américaine, dans la mesure où elle permet d'abord de
définir un certain nombre de phénotypes qui risquent d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque, mais qui n'ont pas de symptômes, et qui n'ont pas forcément d'atteinte cardiaque, mais qui risquent de faire de l'insuffisance cardiaque, que ce soit avec symptômes ou sans symptômes, et puis d'individualiser le dernier stade qui est l'insuffisance cardiaque avancée, où malheureusement vous n'avez pas de solution que de proposer à votre patient une transplantation ou une assistance, ce qui est toujours un obstacle chez nous au niveau national. Et puis, troisième cas de figure, c'est aussi donc, la définition aujourd'hui qu'on utilise couramment, donc, qui se base sur la fraction d'éjection. Alors, vous connaissez tous cette classification, bien sûr. Vous avez l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée de moins de 40%, modérément altérée de 41 à 49%, et préservée, donc au-delà de 50%. Et l'actualité en 2021, c'est qu'on avait rajouté un nouveau phénotype, donc ce qu'on appelle les insuffisances cardiaques avec fraction d'éjection améliorée. Donc cette définition, cette classification qui se base sur la fraction d'éjection n'est pas parfaite, dans la mesure où vous le savez tous que la fraction d'éjection est un paramètre qui est imparfait. Donc vous avez des différences interobservateurs et intra-observateurs. Vous avez aussi des différences d'abord de fraction d'éjection, donc la normalité, donc chez les mêmes individus de sexe différents, à travers l'ethnie ou la race, et puis au fur et à mesure que vous avancez dans l'âge. Donc il est très difficile aujourd'hui de pouvoir définir un cutoff qui soit communément admis. Alors, vous savez aussi que cette définition de la fraction d'éjection normale est variable donc, en fonction de différentes définitions de sociétés savantes. Donc, franchement, entre les différentes définitions donc, des sociétés savantes, vous avez des quotas qui sont différents, et cette différence retentira certainement sur la définition de votre cas d'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous allez le mettre en mid-range, vous allez le mettre en effet préservé, ou vous allez le mettre en effet réduite. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire lors de ces 38 dernières années? Alors, il y a eu donc une abondance dans la littérature témoignant de grands essais thérapeutiques qui ont été menés par l'insuffisance cardiaque. On est parti d'un modèle bimoléculaire. On utilisait uniquement la digoxylée diurétique, donc vous savez tous, peut-être pour les moins jeunes. Donc, on a vécu une période où on avait uniquement que les digitaliques et diurétiques pour traiter l'insuffisance cardiaque. Et au fur et à mesure, donc, on a avancé avec les essais thérapeutiques. Donc, on a rajouté l'IEC et le bêta-bloquant, on a rajouté la radio, et puis on est une partie vers du traitement instrumental, donc tout ce qui est resynchronisation et défibrillation. Et puis, on assiste depuis une dizaine d'années, en tout cas, d'une très grande amélioration en matière du traitement, puisque plusieurs molécules aujourd'hui ont intégré cet arsenal thérapeutique qui figure aujourd'hui parmi les traitements obligatoires pour l'insuffisance cardiaque. Alors, ces essais thérapeutiques nous ont permis aujourd'hui de développer ce qu'on appelle les recommandations et les guidelines. Donc, que vous suivez les recommandations européennes et américaines aujourd'hui, vous avez l'embarras du choix, vous avez des textes qui sont plus lents les uns que les autres, avec des thérapeutiques aujourd'hui qui figurent parmi les recommandations classe 1, et puis vous avez tous les autres traitements aujourd'hui considérés comme des traitements adjuvants dans l'insuffisance cardiaque. Mais avec toute cette abondance des traitements et cet arsenal thérapeutique très développé aujourd'hui, nous n'arrivons toujours pas à réduire la mortalité, et ceci est dû principalement par ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique. Aujourd'hui, les patients qui sont éligibles au traitement, d'abord, ne reçoivent pas les traitements qui sont recommandés, et puis, quand vous leur donnez les traitements recommandés, ils ne sont pas au dosage recommandé. Donc, quelle que soit la molécule que vous utilisez aujourd'hui, tous les patients souffrent malheureusement de cette inertie thérapeutique qui est majoritairement due aux praticiens, parce que, pour des raisons X ou Y, en général, soit on ne double pas le traitement, on ne double pas les doses jusqu'à atteindre les doses recommandées, on a des effets secondaires qui ne permettent pas d'atteindre l'objectif thérapeutique.
Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut initier les thérapeutiques. Et que ce soit la pratique dans les hôpitaux ou encore en cardiologie de ville, aujourd'hui, on a cette espèce de diversité thérapeutique qui ne nous permet pas d'avancer dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, puisque malheureusement, on initie toujours le traitement de l'insuffisance cardiaque en retard. Et aujourd'hui, donc, ce qui est recommandé, c'est de faire profiter le patient de ce traitement recommandé bien avant qu'il sorte de l'hôpital, bien qu'il parte en consultation. Donc, il faut aujourd'hui oser introduire précocement le traitement, juste après la disparition de la congestion, oser introduire les 4 traitements ou les 4 fantastiques de l'insuffisance cardiaque. Je vous attends rien. Alors, pour les styles thérapeutiques, donc, qui sont multiples et issus de notre compréhension, en tout cas de la physiopathologie, et des essais thérapeutiques qui ont été menés, donc, certains médicaments aujourd'hui font partie de ces recommandations de façon assez confortable. Je parle des antagonistes minéralocorticoïdes, de l'ARNI, IEC et AR2, et puis des inhibiteurs des CGLT2 qui ont intégré aujourd'hui l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Et puis, vous avez les autres médicaments qui sont soit des médicaments adjuvants ou malheureusement d'autres médicaments qui ont été mis à l'essai mais qui n'ont pas donné une grande satisfaction, de cas par exemple les activateurs de l'adénosine ou encore le Versigouate, donc qui n'ont pas donné satisfaction. Par conséquence, ils n'ont pas de place aujourd'hui dans les. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui à propos des thérapeutiques, aujourd'hui, tout ce qui est traitement donc, qui réduit la mort de mortalité figure dans les recommandations en classe 1. Donc, le cas, par exemple, de bêta-bloquants, minéralocorticoïdes et des inhibiteurs de CGP2, l'ARNI, IEC, ARA2. Donc, c'est des médicaments qui, aujourd'hui, grâce aux essais thérapeutiques, ont prouvé un bénéfice sur la mort de mortalité et doivent figurer obligatoirement dans le traitement. Par contre, d'autres traitements n'ont pas prouvé de bénéfices sur la mortalité. Ils améliorent la qualité de vie, ils améliorent les symptômes. L'exemple, par exemple, des diurétiques, qui ont changé de position entre 2016 et 2021, parce qu'aujourd'hui, ces médicaments, même s'ils n'ont pas prouvé de bénéfices sur la mortalité, ils font partie des médicaments recommandés en classe 1. Alors, vous avez 4 piliers, 5 voies physiopathologiques. Donc, qui vont aujourd'hui, qui font votre arsenal thérapeutique. Alors, comment utiliser ces médicaments? Est-ce que ces médicaments se valent? Donc, ça, c'est encore une autre paire de manches. Et est-ce que ces médicaments ont les mêmes bénéfices chez vos patients? Donc, même si on a un bénéfice sur la mortalité, certainement ces médicaments agissent de façon complètement différente. Et ce qui est aussi important, c'est que ces médicaments, quand ils sont utilisés séparément, ça donne des résultats. Donc, ça a été prouvé à travers tous les essais thérapeutiques menés jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez faire mieux quand vous allez combiner ces traitements. Donc, quand vous passez de la ditri ou la quadrithérapie, vous gagnez énormément de mortalité aujourd'hui. Et vous pouvez atteindre donc, des réductions de risques relatifs qui sont très importantes. Alors par contre, toutes les molécules n'induisent pas les mêmes effets et je ferai le focus sur la notion du remodelage. Vous savez très bien que le remodelage aujourd'hui fait la modification géométrique de l'insuffisance cardiaque, donc quelle que soit l'étiologie, est étroitement associé au pronostic. Plus vous avez de l'adverse remodelage, plus votre pronostic est mauvais. Et mieux vous avez du remodelage adverse, mieux c'est pour le patient. Et sur toutes les thérapeutiques utilisées aujourd'hui, on arrive à avoir un bénéfice sur le remodelage comparé au placebo. Mais toutes les molécules ne se valent pas pour l'amélioration du remodelage. Donc le cas le plus frappant, c'est le cas de l'ARNI, l'étude Violet HF, qui avait prouvé que l'utilisation de l'ARNI le plus précocement possible permet d'améliorer le remodelage et des fois inverser le remodelage, et bien sûr, par conséquent, d'améliorer le pronostic de vos patients. Alors, je ne vous apprends pas grand-chose si je fais
l'exposé des effets bénéfiques, par exemple, de l'ARNI, donc le double blocage de l'antagoniste angiotensin, et puis de l'autre côté, la néprilisine qui dégrade les vatenines. Donc, ces médicaments aujourd'hui, comparés aux autres molécules, ont prouvé l'amélioration du remodelage et l'amélioration de tous les paramètres qui sont impliqués dans ce remodelage, et par conséquent, ils apportent quelque chose d'intellectuellement plus palpable que les autres molécules aujourd'hui qui figurent parmi l'arsenal thérapeutique. Alors, pour les évidences, bien sûr, vous connaissez tous les études qui ont valu aux ARNI leur place aujourd'hui dans les textes de recommandation, donc l'étude paradigme HF. Et donc, ce bénéfice, donc, sur la morbimortalité, vous devez donc toujours l'accompagner d'une compréhension de ce que donne ce médicament sur le plan physio-pathologique. Alors, ce qu'on reproche des fois, donc, malheureusement, aux ARNI, c'est la tolérance. Alors, il faut savoir que sur l'élément safety, donc c'est des molécules qui sont utilisables de façon efficace et qui sont bien tolérées. Donc, en dehors de l'effet d'hypotension, qui est plus présent chez les patients, par exemple, qui prennent l'ARNI comparé à l'IEC, mais il ne faut pas que ce soit donc, un obstacle à la prescription de cette molécule. Alors, autre chose, l'effet d'initiation précoce, donc ça a été prouvé, plus vous initiez les thérapeutiques, je parle là de l'ARNI, plus vous initiez précocement, plus vous gagnez sur la qualité de vie. Vous gagnez sur un certain nombre de paramètres biologiques, notamment la baisse BNP, et vous gagnez bien sûr, bien évidemment, sur le remodelage, et ça a été prouvé aujourd'hui pour tout ce qui est insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, l'ARNI initié précocement donc permet d'avoir un certain nombre de bons résultats. Alors autre chose, et ça aussi, bien sûr, parce qu'on combat tous les jours la congestion, et la congestion suppose un bon filtre rénal. Donc quand on a fait la conjugaison des effets de l'étude Paragon et Paraglide, on a trouvé que, comparé à toutes les autres molécules utilisées dans l'insuffisance cardiaque aujourd'hui, l'ARNI permettait de réduire les effets néfastes sur le rein et de protéger mieux le rein que les autres molécules. Donc, quelle que soit la molécule que vous utilisez, y compris le CGT2 aujourd'hui, donc l'ARNI, donc le certificat permettait, comparé aux autres molécules, d'améliorer et de mieux protéger le rein, ce qui est bon pour nous cardiologues. Alors, pour l'insuffisance cardiaque préservée, malheureusement, c'est une pathologie qui est toujours décevante sur le plan thérapeutique, puisque, donc, mis à part l'introduction aujourd'hui des inhibiteurs de CGLT2, aucune thérapeutique, à part les diurétiques et les inhibiteurs de CGLT2, n'a une recommandation classe 1. Donc, c'est une pathologie qui est toujours qu'on connaît pas aussi bien que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et pour laquelle, malheureusement, on n'a pas de thérapeutique efficace, quand bien même il faut avoir toujours à l'esprit que cette dichotomie fraction d'éjection préservée et basse peut-être disparaîtra dans l'avenir, puisque lors de l'ESC 2023 par exemple, on a eu 71% de voix pour valider le changement de la définition vers une définition bipolaire, fraction d'éjection normale et fraction d'éjection réduite. Donc je pense que d'ici quelques temps, donc cette définition basée uniquement sur la fraction d'éjection va disparaître et on explorera mieux cette insuffisance cardiaque en fraction d'éjection préservée. Alors voilà, pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite, là c'est toute une discussion parce que déjà le cutoff de normalité, on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrête, et puis sur toutes les études aujourd'hui, donc il y a un défaut d'inclusion qui fait que dans les thérapeutiques, on se permet aujourd'hui de rajouter les autres molécules utilisables pour la fraction d'éjection réduite, bien sûr, pas au même niveau de preuve,
Et vous avez devant vous donc, les recommandations classe 2B pour tout ce qui est IEC, ARNI, antagonisme minéralocorticoïde classe 2B, et puis les tabletteurs aussi en classe 2B. Donc il n'y a que les diurétiques qui font l'unanimité chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, fraction d'éjection modérément réduite, ou encore la fraction d'éjection très élevée. Alors, maintenant, qu'en est-il de la réversibilité? Ça, c'est une question qu'on se pose des fois, puisqu'il y a des patients chez qui vous faites, bien sûr, l'échographie, vous traitez, vous avez une amélioration de la fraction d'éjection. Est-ce qu'il faut les considérer comme des patients qui ont une fraction d'éjection réduite, modérément réduite, ou des patients qui ont une fraction d'éjection préservée? Et là, c'est toute la question. Et à ce moment-là, est-ce qu'on devrait arrêter ou pas les traitements? Donc, ce qui est aujourd'hui, en tout cas, recommandé, c'est ce qu'on appelle la normalisation de la fraction d'éjection. Donc, chez vos patients, vous avez des patients, par exemple, surtout quand vous avez une étiologie réversible, où vous avez, donc, par exemple, myocardite, ischémie, etc., vous avez une normalisation de la fraction d'éjection après revascularisation. Chez ces patients, on peut éventuellement discuter l'arrêt thérapeutique. Alors, pour les modérément réduites, il faut toujours continuer le traitement. Alors maintenant, comment optimiser? Alors, vous savez très bien que l'optimisation du traitement médical, des fois, c'est très difficile. Ça va prendre beaucoup de temps pour l'atteindre. Donc là, je vous ai mis les différents schémas utilisés dans le temps. Donc, soit vous êtes agressif à ce moment-là, vous avez besoin d'au moins 6 mois pour atteindre les 12 recommandés. Ou encore, quand vous êtes conservateur, donc on est tous conservateurs parce qu'on a peu peur des effets indésirables. À ce moment-là, on a besoin des fois de plus d'une année pour atteindre les objectifs. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est d'aller vers un traitement séquentiel rapide et d'introduire, sans attendre la sortie de l'hôpital, d'introduire les différents médicaments qui sont recommandés dans l'insuffisance cardiaque pour pouvoir, bien sûr, atteindre au plus tard 6 à 8 semaines, donc le maximum de thérapeutiques recommandées. Alors, juste un petit mot pour les nouvelles thérapeutiques. Donc, on s'attendait à des résultats pour tout ce qui est activateur de la myosine, encore pour le versigouate. Malheureusement, les études ils étaient décevantes, puisqu'on n'a pas eu donc, un grand bénéfice sur la mortalité. Du coup, ces thérapeutiques ne figurent pas parmi les traitements recommandés. Alors, autre chose, donc, il faut, quand vous traitez l'insuffisance cardiaque, il faut le traiter en globalité et ne pas omettre de traiter des autres comorbidités. Je parle du diabète, je parle de l'insuffisance rénale, et je parle aussi et surtout de l'anémie et la carence martienne. Donc, il faut s'efforcer à corriger ces anomalies chez ces patients, puisque ça améliore donc, le pronostic de vos patients. Alors, le futur, comme j'ai dit tout à l'heure, serait d'abord de revoir la définition de l'insuffisance cardiaque. Donc, peut-être que la définition de la fraction d'éjection va disparaître. Laissons la place à une définition plus large qui comprendra tous les phénotypes de l'insuffisance cardiaque et peut-être il faut partir vers des schémas individualisés de traitement. Donc bien sûr, chaque patient est un patient à part. Là, il faut lui donner le soin qu'il mérite et qu'il doit. Alors en conclusion, l'insuffisance cardiaque est une maladie qui est toujours mortelle. Donc sa prise en charge reste malgré toutes les avancées thérapeutiques parcellaires et non. Donc il faut faire intervenir tous les collègues pour prendre l'insuffisance cardiaque en charge et surtout l'intérêt de la prévention des causes qui sont évitables. Je parle entre autres de l'ischémie. Et puis bien sûr, il faut éviter l'inertie thérapeutique et traiter dès que vous pouvez, introduire les thérapeutiques recommandées et aux doses maximales tolérées bien sûr, traiter les comorbidités et bien sûr donc, on va attendre les nouveaux modèles physiopathologiques qui vont nous permettre donc, de donner d'autres thérapeutiques et d'essayer peut-être d'autres thérapeutiques